Bonjour à tous. Bonjour. Euh, donc, merci d'être présent aujourd'hui. Euh, en rappel j'allais dire du sujet, on va passer une petite vingtaine de minutes en introduction sur la thématique, l'état de l'écosystème en Europe. Et puis, on répondra à vos questions-réponses. On se donne 1 heure avec l'idée de déconnecter à 10 heures. Et puis, on essaiera, pour ceux qui ont encore des questions, d'y répondre par mail par ailleurs. Je commence par nous présenter. Mathieu, Jérémy qui est là, et puis Françoise qui est Gorga de l'ANIA qui se présentera juste après. Avec Jérémy, nous, ça fait une petite dizaine d'années qu'on s'intéresse à la foodtech, on a créé une startup, on l'a développée, on l'a revendue, et on a créé Digital Food Lab en 2017, tout simplement pour accompagner l'accélération de cet écosystème en France, en Europe et de manière plus générale dans le monde, tout simplement parce que la foodtech contribue et apporte des solutions à un ensemble de problématiques, que ce soit humaines sur la santé, sur l'environnement, et puis aussi beaucoup d'autres enjeux. Et très concrètement, ce que l'on fait, c'est le contenu que l'on peut mettre à disposition grâce à des sponsors ou tout simplement grâce à notre travail pour accompagner le développement de cet écosystème. Notre modèle économique, on travaille avec des grands groupes de l'agroalimentaire et d'ailleurs aussi certaines PME pour les aider à comprendre et se forger des convictions sur cet écosystème, se développer, à bâtir leur stratégie. Et puis, ça nous amène à échanger, à être en discussion avec un certain nombre de startups. Et on est au board ou au capital d'une petite dizaine de startups européennes. Je vais laisser la parole à Françoise de l'ANIA, peut-être pour nous en dire peut-être un peu plus et puis se présenter en 2 mots. Merci beaucoup à tous les deux de vous être rendus disponibles ce matin. Je suis Françoise Gorga, je suis en charge des questions d'innovation à l'ANIA, à l'Association nationale des industries alimentaires. Et on co-organise ce matin ce webinaire avec Digital Food Lab, comme on le fait chaque année, parce qu'ils vont nous présenter les résultats de leur rapport annuel sur la foodtech en Europe. Pourquoi l'ANIA, qui représente des entreprises déjà établies, s'intéresse à la foodtech? Parce que on sait tous que le le dynamisme ou la compétitivité du secteur agroalimentaire dépend du dynamisme et des idées développées par les entreprises de la foodtech. Donc, très, très reconnaissante envers Digital Food Lab pour leur expertise. Je profite juste de cette intro pour vous dire qu'on a lancé, nous, à l'ANIA, une étude sur les pratiques des entreprises agroalimentaires en matière d'innovation. L'idée, c'est d'avoir des infos pour nous aider à défendre le secteur agroalimentaire, que ce soit dans l'opinion publique ou auprès des pouvoirs publics. Donc, je me permettrai juste de vous mettre le lien vers l'étude dans le chat pour ceux qui accepteraient d'y répondre. C'est 10 minutes maximum. Voilà, j'ai fait ma pub et je suis prête à écouter tout ce que vous avez à dire maintenant. Merci. Merci Françoise. Oui, ça peut être intéressant en effet. Moi, j'ai hâte d'avoir les résultats aussi de l'étude et de voir ce rapport à l'innovation dans l'industrie agroalimentaire. Un mot d'introduction. Donc, comme l'a dit Françoise, je pense que vous le savez si vous êtes là, mais tous les ans, on fait ce rapport sur l'état de la foodtech en Europe on peut le rendre public et accessible, notamment ce rapport grâce à des sponsors. Donc, on remercie nos 2 sponsors cette année, Nestlé, qui sponsorise ce rapport depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, et que je n'ai peut-être pas besoin de présenter. Et peut-être notre deuxième sponsor, peut-être un peu moins connu de vous, Pinduoduo, qui est ou était, parce que c'est devenu une certaine taille, une startup chinoise. Pinduoduo est la plus large plateforme e-commerce alimentaire en Chine. Donc, on parle en milliards d'euros de vente, avec un système de vente notamment qu'on pourrait qualifier de vente sociale, c'est-à-dire que vous achetez à plusieurs des produits en grande quantité, mais avec donc aussi tout ce lien qui est très fort entre agriculteurs et
citoyen consommateur. Donc, un modèle économique d'ailleurs qui n'existe pas forcément en Europe et qui est, je pense, assez intéressant à regarder, et aussi une volonté de la part de Pinduoduo de se développer auprès d'acteurs européens et français en particulier. Donc, on les remercie, c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce contenu mis à disposition, et bien sûr, on remercie l'ANIA pour co-organiser ensemble ce webinaire aujourd'hui. Comme je le disais, un point sur la foodtech en Europe. On discutera évidemment, on est là sur un webinaire en français, un peu du cas de la France. Un zoom sur la situation actuelle, parce que le rapport s'arrête fin 2021 et comme la situation, comme cela ne vous a pas échappé, la situation a quelque peu évolué depuis 2 mois. Donc, la situation a un impact fort sur l'industrie agroalimentaire et encore plus proportionnellement sur l'écosystème des startups. Et on a vraiment pensé ce webinaire comme un moment d'échange, c'est-à-dire faire une présentation relativement brève des conclusions et de ce que nous, on trouve le plus intéressant dans ce rapport. Mais ce qui nous intéresse et ce qui, je pense, a le plus de valeur aussi pour vous, c'est d'échanger ensemble. Donc, si vous avez des questions, il y a un outil dédié dans Zoom pour que vous les posiez. Vous pouvez les poser dès maintenant et on aura un long moment pour en discuter. Mais on va commencer même avant les conclusions du rapport, ce que j'appellerais les bases. Déjà parce que sinon on y passe tout notre temps, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde ici. Qu'est-ce qu'on entend par foodtech? C'est assez simple. Pour nous, c'est tout l'écosystème d'innovation porté par des startups tout le long de la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc, ça veut dire de l'agriculture aux produits transformés, nouveaux produits, nouvelles protéines, la distribution, nouveaux concepts de restauration, cloud kitchen, food service avec logiciel de paiement, la supply chain, le packaging, la livraison évidemment, et aussi des écosystèmes proches de la santé avec tout ce qui va être utilisation du microbiote, du génome, du glucose dans le sang pour faire des recommandations alimentaires. Donc, j'ai dit que c'était toutes les startups le long de la chaîne de valeur agroalimentaire. Nous, qu'est-ce qu'on entend par startup? Parce que je pense que la notion de startup foodtech peut parfois être un peu compliquée. Pour nous, une startup, c'est notre conception des choses en tout cas, c'est soit une entreprise extrêmement jeune qui n'a pas de modèle économique financier, mais dont le modèle est d'apprendre, c'est-à-dire qu'elle fait des expérimentations et tout ce qu'elle fait est dans le but de un jour, idéalement assez rapidement, trouver ce qu'on appelle un product market fit, c'est-à-dire trouver le lien entre sa technologie, son produit et un marché. Et à partir de ce moment-là, c'est une croissance rapide. Et par croissance rapide, je veux dire pour les plus jeunes 10% par mois et pour les plus matures 3-4% par mois. Donc, une startup qui n'est ni dans cette phase d'apprentissage ni dans une phase de croissance rapide peut s'appeler startup foodtech, mais en fait, c'est souvent ce qui aurait été une PME ou TPE agroalimentaire il y a 20 ans, qui emploie des outils et peut-être un état d'esprit de start-up, une forme d'agilité, la conviction que si moi je suis utilisateur de mon produit, il y a certainement d'autres personnes qui seront intéressées, mais ça n'entre peut-être pas dans le scope de définition des startups. Et dernier point, toutes les données qu'on présente dans ce rapport et en l'occurrence dans ce webinaire sont issus de nos bases de données. On a nos outils pour capter la donnée sur les startups et on a a priori la base de données la plus complète sur les startups ag, food et retail tech en Europe et probablement à l'échelle mondiale. Donc, pour rentrer dans le cœur du sujet, comme je disais, quel est l'état de la food tech en Europe? Et encore une fois, avec l'idée de se dire que ce que l'on a regardé, c'est les données d'investissement, parce que c'est les données les plus fiables et comparables qu'on puisse avoir jusqu'à fin 2021. On a, première chose, quelque chose qui est intéressant, c'est une explosion des montants. Si en 2020, pendant la pandémie, on a réussi, entre guillemets, le miracle de se maintenir au niveau historiquement élevé de 3 milliards, on voit en 2021 une explosion des montants qui ont commencé pendant et qui sont continués tout au long de la pandémie. Donc, on est passé de 3 à 9 milliards mesurés et probablement un peu plus, parce qu'il y a toujours des deals, des investissements qu'on va capter un peu plus tard.
Ce qu'on voit aussi, c'est le nombre de startups qui lui aussi continue à augmenter année après année. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus en plus de créations, un renouvellement de l'écosystème. On a aussi une augmentation du nombre d'investissements. Donc, c'est-à-dire que c'est une augmentation des montants, mais aussi du nombre de deals lui-même. Par contre, ce n'est pas proportionnel. Donc, c'est-à-dire que, et on le verra plus tard, c'est les montants moyens aussi qui augmentent. Un bémol, on voit, comme vous voyez sur le graphique en bleu clair, une augmentation de la proportion de startups non financées. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de projets entrepreneuriaux startups, mais qui n'arrivent, bon an, mal an, jamais à convaincre d'investisseurs, ou du moins sur des sommes significatives. Donc peut-être 10, 15 000 euros, 20 000 avec de l'argent public, mais guère plus. Donc on a un risque, et j'insiste dessus parce que c'est aussi dans cette période que tout ce tas de startups qu'on parfois on appelle zombies disparaissent en masse dans des moments de difficulté. Ce qu'on voit, et c'est ce que je vous disais, c'est une augmentation du deal moyen. En l'occurrence, là, on regarde le deal médian. Donc, la moitié sont inférieures, la moitié sont supérieures. Et là, on le regarde sur le long de la chaîne de financement. Si, en général, c'est un projet qui commence, qui est jeune, qui n'a pas, peut-être même pas encore de vente. Série A, normalement, c'est un projet soit qui a une technologie qui est mature, soit qui est en train, si c'est sur un nouveau produit, un produit innovant, que ce soit du software, de commencer à faire des ventes assez significatives. Et série B, c'est l'accélération, l'internationalisation. Et bien, ce qu'on voit dans ce schéma-là, c'est qu'en fait, on a une augmentation. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est à chaque moment de la maturité. Donc, on voit plus 22, plus 40 fois 2, mais que c'est encore plus important sur les stades les plus jeunes. Et donc, et ça, c'est vraiment très nouveau, parce qu'en Europe, on était très en retard, on avait du mal à donner beaucoup de moyens à des entrepreneurs jeunes, et on mettait un petit peu, entre guillemets, le paquet sur les gagnants. Mais comme on n'en faisait pas émerger beaucoup, c'était un petit peu compliqué. Là, on a le pari de dire on va faire émerger beaucoup de nouveaux gagnants potentiels. Donc, c'est très bien. C'est aussi, dans une période d'incertitude, plutôt positif, parce que les investissements vont continuer dans cette période de seed et de série A, parce qu'on mise sur des startups qui seront matures dans 4 ou 5 ans. Donc, on se dit que peu importe qu'il y ait une crise, elle sera terminée à ce moment-là. On le confirme, cette impression d'une autre manière, si on regarde la répartition des 9 milliards investis dans la foodtech européenne par taille de tickets, et on voit que les petits tickets, ou en tout cas pour startups en croissance, jusqu'à 25 millions, sont en très forte augmentation. Donc quelque chose qui était assez rare. Donc, on a tout un écosystème de licornes, les startups valorisées plus d'1 milliard, mais on a aussi un écosystème de sous-licornes, de startups qui ont le potentiel de devenir des licornes. Sachant que déjà, par rapport au moment où j'ai fait ce slide et qui était dans notre rapport, on a déjà une Choco qui est devenue une nouvelle licorne. C'est ce que je vous montre aussi, c'est si on fait émerger de plus en plus de futurs gagnants, on fait émerger des leaders aussi. En Europe, vous voyez, entre 2012, parce que c'est là où on commence à en voir la première, et 2019, on arrivait à faire émerger tous les ans 1 à 2, dans le meilleur des cas, startups à plus d'1 milliard de valorisation. Et là, on voit en 2020 4, et en 2021 7 ou 9. Donc, on a une vraie augmentation de la capacité à générer des futurs leaders. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'on passe d'un paradigme où on dit les startups, c'est super sympa, ça va être des petits projets qu'on va valoriser entre 1 et 100 millions, que des industriels vont racheter. Quand on commence à valoriser une startup plus d'1 milliard, et dans certains cas plus de 10 milliards, on dit OK, on n'est plus là pour construire et offrir à l'écosystème traditionnel, et là je pense un peu à l'ANIA et à ses adhérents, de l'innovation qu'ils vont pouvoir racheter sur étagère, mais on est en train de créer des concurrents qui ont vocation à aller se battre contre ces acteurs traditionnels, voire, dans la volonté de certains, de les substituer. Donc c'est un changement d'état d'esprit qui est, à mon avis, important à prendre en compte. Alors, on a dit beaucoup plus de licornes, mais toutes choses égales par ailleurs, les voilà replacés
en surbrillance par rapport aux licornes à l'échelle mondiale. Si le sujet vous intéresse, on a un rapport aussi sur les licornes dans le monde, parce que c'est ce microcosme des startups à plus d'1 milliard est assez parlant et permet de voir où l'écosystème va. Et là, on voit finalement, OK, les startups licornes en Europe, c'est bien, mais à l'échelle mondiale, c'est pas foufou. On n'en a quand même pas beaucoup par rapport à toutes celles qui existent ailleurs, principalement, sans surprise, aux États-Unis et en Asie. Et justement, si on compare l'Europe au reste du monde, on voit, ça c'est une répartition des 45 milliards investis dans la foodtech mondiale, 9 en Europe, 45 dans le monde. La part de l'Europe, donc 21%, arrive deuxième. Ça, c'est une vraie progression. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle est en quatrième sur ce slide? C'est que d'habitude, c'est la position de l'Europe derrière la Chine et l'Inde. Là, on a un vrai progrès proportionnel, c'est-à-dire que les investissements ont doublé à l'échelle mondiale, tout simplement, mais triplé en Europe. Donc ça, c'est positif. On a enfin enrayé le déclin proportionnel de la foodtech européenne et je peux vous assurer qu'on voit un appétit très très fort des investisseurs étrangers, asiatiques, américains pour ce qui se passe ici. Si on descend d'un niveau, parce qu'on s'est dit foodtech en Europe, mais vous n'aura pas échappé que l'Europe n'est pas continuité et amour et paix à tous les instants. Donc, il est intéressant de regarder comment est-ce que ça se répartit. En fait, ça peut être des écosystèmes différents et il y a des vraies disparités. Là, vous avez l'évolution sur 3 ans dans les 10 pays qui ont reçu le plus de financement en 2021. Bon, on voit un trio de têtes très remarquable, hein. Allemagne, Royaume-Uni, France. Les Pays-Bas avec beaucoup d'investissements, mais on verra, ça peut être nuancé. L'Espagne aussi. Et puis, un bloc qui ressort moins parce qu'il est séparé en pays, mais en fait, c'est un vrai bloc d'investissement qui sont les 4 pays nordiques. Et comme je vous le disais, on peut nuancer les top 10 en termes d'investissement si on regarde quelle proportion des investissements sont liés à 1, 2 ou 3 startups. Et en fait, on voit par exemple un pays comme l'Espagne, 88% des investissements, les 600 millions, en fait, ont été dans une seule startup, donc Glovo. Il se trouve que cette startup a été rachetée en fin d'année 2021. Donc, on verra ce que pèse vraiment l'écosystème espagnol cette année. Et à mon avis, beaucoup, beaucoup moins. C'est ça qui est intéressant et c'est un point positif pour les pays qui sont à droite, le Royaume-Uni, la France, la Suède et l'Allemagne d'une moindre mesure, où on a des leaders, mais on n'en est pas dépendant. Et en effet, si on veut savoir où se passe la foodtech en Europe, ça reste dans ce hub entre Paris, Londres, Amsterdam, Berlin, Stockholm et puis un petit peu les autres capitales nordiques. On a vraiment la foodtech en Europe et c'est à peu près là que ça se passe et le reste est plus marginal. Donc, et on voit qu'une concentration s'amplifie, notamment parce qu'on a de plus en plus de super deals, de méga deals de plus de 20, 50, 100 millions. Et du coup, comme ces endroits étaient déjà les gagnants, eh bien, ils continuent à l'être. Et c'est ces lieux-là qui attirent les investisseurs étrangers. Si on regarde avec une autre focale, c'est-à-dire en s'intéressant cette fois-ci aux catégories de la foodtech, donc comme je vous le disais, l'agtech, donc toutes les startups qui s'intéressent à réinventer l'agriculture ou à inventer l'agriculture de demain, food science, les produits transformés, les nouvelles marques, les protéines alternatives, food service, tout ce qui est réinvention du restaurant avec du software ou cloud kitchen, robotisation du restaurant, delivery, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, supply chain, logiciel, traçabilité, packaging, et puis consumer tech, nouvelles appliances, cookware, et puis aussi tout ce qui va être logiciel de coaching, d'accompagnement du consommateur. On voit, du coup, quand on prend ces 6 catégories, sans surprise, une surreprésentation, en l'occurrence du Orange ici, de la livraison. Et donc, c'est là qu'on a eu le plus d'investissement, notamment avec un focus très, très fort sur le quick commerce, donc les startups comme Gorillas, comme Flink,
cajou dans une bien moindre mesure en France, etc. Ça, c'était la moitié des investissements en delivery. On va dire l'autre moitié, ça a été les startups qu'on peut qualifier de nouveaux retailers, donc qui réinventent la distribution pique-nique, qu'on commence à connaître en France parce qu'ils sont présents dans le Nord, mais aussi Oda en Norvège, Rolik, Mathem, etc., qui eux aussi ont levé beaucoup d'argent cette année. Petit focus par écosystème pour vraiment, je vous invite, si vous voulez plus de détails, à regarder le rapport et puis évidemment avec plaisir pour en discuter avec vous. Et donc, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser. Je vais juste faire le point marquant sur chacun des écosystèmes majeurs. En AgTech, le point notable, c'est qu'on est passé d'un focus sur ce qui était agbiotech, notamment d'un point de vue français, tout ce qui était protéines, alimentation animale à partir d'insectes, vers les fermes urbaines et fermes du futur, avec beaucoup d'investissements sur tout le long de la chaîne de valeur, avec des très belles startups comme EGS, Infarm, Ona, etc., etc. Donc, vraiment un nouveau focus là-dessus. Sur le delivery, comme je vous l'ai dit, et ça, je pense que c'est le point important, entre guillemets, tout le monde parle de quick commerce, mais peut-être que l'action la plus intéressante est à regarder au niveau de ce que l'on appelle les nouveaux distributeurs. On va dire dans le représentant français, encore une fois, avec on va dire une notion d'échelle, serait la belle vie et avec des acteurs extrêmement intéressants dans différents pays européens qui méritent d'être regardés parce qu'ils sont en train de réinventer le retail et c'est peut-être eux la menace à moyen ou long terme. Sur le food service, toujours le focus européen sur le paiement, donc avec des startups qui sont quasiment des fintech comme Sunday ou Swile, où on a notamment avec Jérémy des débats tous les ans. Est-ce que c'est des startups food tech ou pas? Voilà, le débat pourrait être posé. Et une vraie force aussi sur ce qu'on pourrait appeler food service management. Donc là où on a parmi les plus belles licornes à l'échelle mondiale, donc Flipdish, Choco, Deliverect, qui sont des outils qui permettent de soit désintermédier la relation entre fournisseurs et acteurs du food service et hospitality, donc de bypasser le grossiste, et donc avec l'ambition de le substituer, ou alors de permettre à tous les acteurs du food service et de l'hospitality d'accéder à des interfaces web, à se connecter aux plateformes de la façon la plus évidente. Et dernier écosystème majeur, tout ce qui est food science, nouveaux produits. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde très spécifiquement, on parle beaucoup des protéines alternatives, du végétal à l'agriculture cellulaire. On a un problème en Europe, tout simplement, l'écosystème européen est moins financé sur ce sujet que l'écosystème israélien. Donc, si on regarde en perspective, 450 millions d'habitants, 5 à 10 millions d'habitants, on a à peu près le même nombre d'euros qui vont dans l'écosystème des protéines alternatives. Il y a visiblement un vrai problème à financer cet écosystème en Europe. C'est lié à la réglementation, à un peu de timidité des acteurs industriels à le financer localement. Et c'est, sans insister trop lourdement sur le sujet, à mon avis, une vraie problématique pour l'industrie agroalimentaire européenne, et non pas à long terme, mais plutôt à court ou moyen terme. Et par ailleurs, il y a l'écosystème dont on parle moins, qui est celui des innovations produits. Donc, quand des startups lancent des nouvelles choses comme AirUp, Just Spice, etc., où il y a encore, à mon avis, pour les entrepreneurs, énormément de belles choses à faire et pour les industriels de pépites à identifier. Si on essaye de replacer ces catégories, c'est ce qui se passe dans la food tech en comparant l'Europe et le monde, on fait cet exercice tous les ans avec Digital Food Lab où on essaye de placer sur cette courbe de tendance les différentes tendances, les différents écosystèmes d'intérêt dans la food tech. Avec à gauche
les sujets qui viennent d'émerger. Donc, on est en train de les découvrir. On a quelques publications peut-être. Et tout à droite, ce qui est complètement mainstream, que tout le monde utilise, comme les nouveaux distributeurs ou la livraison de plats de restaurant. Et avec souvent cette courbe, on s'excite un petit peu, tout le monde se met à en parler, on se rend compte que ça ne marche pas trop. Une forme de désillusion, beaucoup de choses restent tout en bas et on n'en reparle jamais. Et puis certaines réémergent et deviennent productives avec un vrai modèle économique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait cet exercice et à l'occasion de ce rapport sur la foodtech européenne, on essaie de se dire dans quels écosystèmes l'Europe est leader, est plutôt pas mauvaise ou est, entre guillemets, complètement à la ramasse. Eh bien, je peux vous assurer qu'avec ce code couleur, il y a 3 ans, le nombre de gris était beaucoup plus important et on n'avait pas de sujet bleu foncé. Donc là, on a une vraie évolution. On a un écosystème européen qui commence à être fort, voire très fort sur certains sujets. Donc, il y a des raisons d'optimisme, même si, comme on l'a vu, on n'est pas les plus forts déjà en montant, mais aussi sur l'ensemble des sujets. Et ceci nous amène à nous poser la question de la spécificité française. Encore une fois, on l'a dit, on fait ce webinaire en partenariat avec l'ANIA, et en l'occurrence en français, donc ça vaut le coup de regarder ce qui se passe chez nous. Globalement, la France est une forme d'exception. Tout se passe bien si on regarde les chiffres cumulés, ça monte tranquillement et c'est un plutôt bel écosystème, même s'il est 3e, 4e selon les années, donc pas leader en Europe alors qu'il pourrait l'être. Mais c'est une exception parce que les montants vont toujours dans 2 catégories très spécifiques. Précédemment, c'était les insectes, donc l'alimentation animale pour les insectes, et dans les services foodtech/fintech, d'où le débat dont je vous parlais tout à l'heure, parce que si on se dit tous ces services sont de la fintech, l'écosystème français devient 5e, 6e, 7e en Europe. Donc, on a une difficulté qui pourrait être débattue à financer de la foodtech, c'est-à-dire des produits innovants, des protéines alternatives. Ça commence à évoluer, mais ça reste encore quelque chose de difficile. Et si on termine le chemin et qu'on regarde un peu la sortie, c'est-à-dire que normalement, dans la vision la plus commune, une startup commence, se développe et dans la plupart des cas, va vers une sortie qui est soit une IPO, sortie vers le haut, soit vers le côté en étant racheté par un industriel. Ce qu'on voit, c'est que le nombre d'acquisitions n'augmente tendanciellement pas beaucoup, voire presque pas en Europe. Et le nombre d'IPO augmente, mais reste quand même extrêmement faible. Alors que le nombre de deals et le nombre de startups augmentent. Donc, là, il y a un point d'attention. Il y a certainement un écosystème extrêmement nombreux, ce que j'appelle de zombies, de startups qui survivent, qui vivotent, mais qui n'ont aucun chemin vers une sortie et encore moins vers une IPO. Mais globalement, les tendances qu'on voit, les discussions qu'on peut avoir avec nos clients industriels en Europe, à l'échelle mondiale, montrent qu'il y a quand même un appétit pour ce qui se passe en Europe. Donc, on est plutôt raisonnablement confiant. En conclusion, nous, on voit 3 tendances très positives en Europe. Un appétit qui croît de la part des investisseurs industriels étrangers pour la foodtech européenne. Investisseurs pour investir, mais aussi industriels étrangers. Quand Kraft vient racheter Just Spice en Allemagne, c'est plutôt positif. Ces acteurs découvrent qu'il existe d'autres villes que Londres et Berlin, ce qui n'était pas une évidence il y a encore 2 ou 3 ans. Et quelque chose qu'on commence à voir, qui est très petit, mais on voit enfin de la recherche qui se transforme en start-up et qui via des spin-offs d'universités. Et pour regarder l'écosystème foodtech depuis 10 ans, c'est quand même le point qui fait un peu mal en Europe. Et là, on commence vraiment à le voir au Royaume-Uni, en Finlande, aux Pays-Bas. Enfin, on voit ce qui a nourri pendant des années l'écosystème israélien, américain d'une certaine manière, en Australie, etc. On voit enfin ça arriver en Europe.
on est globalement extrêmement confiant sur le futur de la food tech en Europe. Même si l'année 2022 va être compliquée, les montants vont diminuer, on est plutôt confiant que proportionnellement, ça va mieux se passer en Europe qu'ailleurs, tout simplement parce que l'écosystème est plus jeune et qu'on préfère financer des projets jeunes que des projets extrêmement matures, parce qu'il y a plus de temps pour se dire que la crise sera terminée. Donc, quand même, encore une fois, la situation a changé drastiquement entre 2019 et 2020, puis entre 2020 et 2021. Elle est en train de rechanger, cette fois-ci à la baisse, entre 2021 et 2022. Et en tout dernièrement, j'aime bien terminer par ça, c'est ce qui est aujourd'hui cool et hype ne l'est pas forcément demain. Rappelez-vous, il y a 5 ou 6 ans, peut-être moins, peut-être même seulement 3 ans, on pensait que le futur du retail, ce serait des box livrées à la maison et que tout le monde mangerait des insectes. C'est des idées qui sont complètement oubliées et qui paraissent has-been aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à ce qui est au sommet, parce que ça peut tout simplement disparaître demain. Et en dernier mot, on vous invite évidemment, si vous avez trouvé ce contenu intéressant, à le partager, à vous abonner et encore mieux, à abonner l'ensemble de vos collègues à notre newsletter, à partager nos rapports, à les sponsoriser d'ailleurs, car il y a ce rapport sur la food tech en Europe, on a d'autres projets sur les protéines, sur ce qui se passe en France, sur un rapport à l'échelle mondiale. À vous préparer pour le futur. C'est-à-dire que s'informer est évidemment extrêmement opportun et intéressant, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire et à bâtir votre stratégie à l'horizon 2030-2050 et à agir aujourd'hui pour ne pas être en 2030 ou dans 2040 dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et évidemment, à venir inventer le futur avec nous. Si vous êtes entrepreneur, on a beaucoup de choses à dire. Et aussi, nous recrutons pour Digital Food Lab pour construire encore plus de contenu et travailler avec plus d'acteurs de l'agroalimentaire. Merci à tous. Jérémy, on va peut-être passer un temps de questions-réponses. Oui, déjà, merci Mathieu pour ta présentation. Écoute, tu en as parlé à la fin, donc en ce moment, il y a quelques ralentissements, on va dire, sur les investissements, quelques difficultés sur les marchés. Est-ce que ça peut avoir un impact à moyen long terme sur la food tech et est-ce que également on n'est pas face à des valorisations qui sont aujourd'hui beaucoup trop importantes, surtout dans certains secteurs qui ne sont absolument pas rentables? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour essayer d'être concis, oui, la situation actuelle impacte l'écosystème d'investissement. Alors, quand on dit situation actuelle, c'est moins on va dire la crise ukrainienne d'une certaine manière, qui peut avoir un impact, mais entre guillemets positif sur l'écosystème food tech, où on va se dire, comme pendant le Covid, cette situation montre qu'il y a besoin de production de proximité, donc on va investir dans des fermes verticales qui voient des investissements augmenter du fait de ce sujet-là. Ou alors on va se dire, il y a un problème sur les intrants, et on voit les bio-intrants, les startups qui travaillent sur le sujet, voir et leur valorisation et les montants mis sur ces sujets augmenter. De la même manière sur les alternatives au gras, etc. etc. Donc ça, c'est la conséquence de la situation, de la cause immédiate est plutôt positive pour la food tech. Par contre, cette situation crée de l'inflation, qui crée une hausse des taux, qui fait que comparativement, certains investissements apparaissent moins positifs, que les fonds d'investissement eux-mêmes se disent qu'ils vont avoir du mal à relever les fonds, et du coup qu'ils préfèrent s'asseoir sur leur argent et donc refinancer les startups dans lesquelles ils ont mis de l'argent plutôt qu'en financer des nouvelles. Donc, là, il y a un ralentissement des investissements et donc peut-être de la folie qui avait commencé à avoir lieu, notamment sur les protéines alternatives, où on voyait des valorisations qui augmentaient fort vite. Ensuite, à mon avis, c'est plutôt bienvenu parce que les valorisations en effet avaient beaucoup augmenté, il y avait des investissements peut-être un petit peu déraisonnables sur certains sujets, mais on en était
pas du tout à une échelle de bulle, comme certains peuvent le dire. On est plutôt convaincu de notre côté que c'est une forme de sain rétablissement de la raison et l'équilibre, et donc que ça va être un atterrissage assez doux, mais que la tendance, on va dire, structurelle d'augmentation très importante des investissements dans l'écosystème ne va pas diminuer. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce qu'on a vu depuis 2 ans, c'est un changement où on investissait, où les investisseurs allaient financer de la recherche, du développement de software ou des choses traditionnelles vers du financement de l'infrastructure. Quand on finance une startup de quick commerce, les investisseurs financent l'achat bête et méchant de vélos, de stocks, de beaux 369, etc. Quand ils financent des startups de protéines alternatives, aujourd'hui, ils financent à centaines de millions la construction d'usines. Et donc, on est en train de passer vers un monde où on se dit on va pouvoir substituer l'ancien monde de l'agroalimentaire et du retail vers quelque chose de nouveau. Et les investisseurs se sont dit on abandonne notre paradigme d'être des primo-financeurs de recherche et on va financer l'infrastructure. Or, si on veut aller plus loin, on le sait, les besoins en infrastructure, notamment dans les protéines, vont être absolument gigantesques. Donc, on est plutôt convaincu que s'il y a un ralentissement, il est plutôt sain et que par contre, les montants vont continuer à augmenter de façon incroyable. Merci pour cette explication. Et justement, pour revenir sur le sujet des protéines alternatives, aujourd'hui, donc c'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui. Tu as dit qu'il y avait eu des valorisations certainement beaucoup trop élevées dans le secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, un entrepreneur a toujours intérêt à se lancer dans le plant-based ou dans les technologies liées aux protéines alternatives, sachant que des industriels sont déjà bien positionnés avec des rachats qui ont pu être faits dans ces dernières années et qu'aujourd'hui, le marché des produits plant-based est peut-être un peu saturé au niveau de l'offre et finalement, les parts de marché augmentent assez lentement. Je pense que on va parler de plant-based puis des autres protéines alternatives. Si on parle de plant-based, pour moi, encore une fois, il faut diviser en deux. Il y a le monde occidental et puis il y a la France qui est une sorte d'île entourée de crocodiles qui est un peu au milieu. Dans le reste du monde, il y a eu une forte hausse du plant-based, puis il y a eu une forme de stagnation depuis 1 an qui est liée à plusieurs problématiques. Le prix, les capabilities, on n'arrive pas à produire, le goût, c'est pas folichon, et le niveau de transformation. Donc, il faut résoudre ces 4 problèmes. Prix, capabilities, goût et niveau de transformation. Eh bien, si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez vous attaquer à chacun de ces 4 problèmes. Bon, le deuxième, c'est peut-être moins évident. C'est plutôt un sujet d'industrialisation. Mais le premier, le prix, vous pouvez vous attaquer en construisant des nouvelles semences, en développant des nouvelles semences qui soient plus riches en protéines, qui vont nécessiter moins de transformation et qui vont coûter moins cher. Vous pouvez vous attaquer sur le goût. Parce qu'aujourd'hui, je cherche toujours le lait de seconde génération végétale qui a le goût du lait, qui a la texture et les fonctionnalités. Tout ce que j'ai, et on en reçoit, et Jérémy est témoin, est de mauvais à franchement infect. Donc, il y a des opportunités incroyables. Il y a tout le travail sur les textures. Une startup comme Umiami qui travaille sur la création de wall cuts. Donc, il y a quelque chose à faire. Sur le sujet de la transformation, on voit des innovations assez incroyables avec des listes beaucoup plus courtes. Donc, il y a du travail, il y a plein de choses à faire. Ensuite, il y a le cas de la France. En fait, pour moi, la France, c'est simple, le marché, il n'a toujours pas commencé parce qu'il y a plein de réticences, parce que les acteurs du food service n'ont toujours pas voulu s'y lancer. Mais un jour, j'allais dire, le village gaulois finira par céder. Donc, à ce moment-là, le marché commencera enfin à accélérer et atteindra ce palier naturel où on est confiant que, à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il va certainement durer en 2022, mais sur les 4 points que j'ai cités, il y a des réponses qui seront prêtes quelque part entre 2023 et 2025. Donc ça, on est confiant. Ensuite, protéines alternatives au-delà, fermentation de précision, fermentation de biomasse, agriculture cellulaire, molecular farming. Il y a un océan de possibilités et de choses à faire. Donc,
Par contre, aujourd'hui, on ne peut plus se lancer avec un PowerPoint en disant « je sors d'une école de commerce et je vais faire de l'agriculture cellulaire, mais ma bonne dame, je ne sais pas trop ce que c'est ». En effet, il faut arriver plutôt avec 1 ou 2 PhD et un petit quelque chose d'intéressant. Mais l'opportunité incroyable, par exemple, si vous avez une réponse à comment est-ce que demain on fournit ces startups et ces industries du futur en bioréacteurs, je pense que en une bonne semaine, vous êtes capable de lever 10 millions. Donc, il y a toujours une possibilité d'aller sur ces sujets. Parce que l'idée, quand même, de se dire, si on résout le problème de prix, notamment, demain, ces alternatives, c'est 10-20% du marché. Et le marché, c'est 1400 milliards de dollars. Donc, je peux vous assurer que tout le monde est prêt à prendre des paris et à financer toute technologie qui permet d'aller vers ça. Oui, c'est vrai que c'est un marché assez conséquent. Et qu'est-ce qu'on peut attendre pour la food tech en général, hein, pas que les protéines alternatives, de 2022 et peut-être même 2023? Quels sont les secteurs qui, selon toi, vont être porteurs dans les mois et années à venir? Alors, il y a une chose aussi en toute humilité qu'il faut dire, c'est que l'écosystème d'investissement c'est aussi c'est lui. Le quick commerce, ça existait depuis 2014 aux États-Unis, en Turquie, en Asie. Et pouf, vraiment sans que personne ne soit capable de vous expliquer pourquoi, ça a explosé en termes de montant et du coup de start-up et de développement en fin 2020-2021. Donc, il peut toujours y avoir des surprises et c'est ça qui est plaisant. Ce sur quoi on s'attend à voir une forme de continuité, c'est tout ce qui est autour de l'agtech, donc le financement dans l'agriculture, les nouvelles semences, l'urban farming, etc. Parce que le potentiel est encore gigantesque. Les protéines alternatives, parce qu'elles ont la vertu, ces startups, de vendre encore du rêve et pas des choses concrètes. Donc, c'est plus facile dans les périodes difficiles de vendre du rêve. Et peut-être un peu plus de difficultés sur les acteurs du quick commerce et de la distribution non rentable. Mais par contre, à mon avis, toujours plus d'investissement dans les nouveaux distributeurs. Tiens, pour parler des investissements, tu l'as t'en as un petit peu parlé aujourd'hui. Donc, on a eu voilà, une explosion des montants investis dans la food tech européenne, mais une grosse partie de cet argent est allée dans une poignée de startups. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour la masse de startups qui reste? Est-ce que finalement il y a quand même une tendance positive ou est-ce qu'on va continuer à avoir comme ça que quelques licornes de temps en temps qui vont faire des énormes levées de fonds? Comme on le disait, d'ailleurs, je pense que je peux enlever la présentation, c'est si les méga deals, les super deals ont augmenté, ce qu'on voit, c'est que proportionnellement, c'est les petits deals, le seed, les séries A qui ont le plus augmenté en montant. Donc, il y a un appétit sur ces sujets-là. Par contre, il y a aussi une augmentation forte du nombre de startups. Donc, ce qui veut dire que, en tout cas aujourd'hui, financer un bon seed, un bon tour de table pour une startup jeune, c'est facile si elle est super attrayante. Tout le monde va se précipiter dessus. Ça peut être plus difficile pour des startups qui ne sont soit pas très vendeuses ou dont le sujet n'est pas extrêmement attrayant. Donc, les deux sont faciles d'une certaine manière. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est plus dans la situation 2016-2018 où tout l'argent en Europe allait sur Deliveroo et 3 autres gagnants. Ok. Alors, quelques questions sur l'agriculture et globalement en fait sur les business models durables ou régénératifs. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions tu en as parlé dans la newsletter d'ailleurs
qu'on m'a envoyé ce matin, sur la décarbonisation, les moyens de stocker le CO2, de le monétiser. Oui, en effet, comme le dit Jérémy, il faut s'abonner à la newsletter. Je pense celle que vous avez dû recevoir pour ceux qui sont abonnés à 9 h et qui sera sur le site demain. Aujourd'hui, on voit en Europe, c'est très spécifique, un écosystème de startups qui commence à émerger et à lever des fonds non négligeables sur des plateformes d'échange de crédits carbone et notamment de prépaiement des crédits aux agriculteurs pour qu'ils adoptent des techniques régénératives qui vont permettre de stocker le carbone. Donc ça, c'est tout d'un côté. Et ensuite, il y a des sujets mais qui sont, pour nous, pas de la food tech et plus de la climate tech ou clean tech, qui sont autour du stockage du carbone, notamment Climeworks en Suisse, et puis d'autres qui vont utiliser ce carbone capturé comme une source pour générer des protéines. Merci. Pour revenir sur le sujet des licornes, quelles sont, selon toi, dans ce petit groupe de startups, celles qui sont les plus intéressantes à regarder lorsqu'on est un industriel, agroalimentaire, PME ou grand groupe? Qu'est-ce qui pourrait avoir le plus d'impact peut-être sur notre business? Ça dépend évidemment voilà, de ce qu'on fait. J'étais avant-hier avec un industriel de la charcuterie de la salaison et je ne suis pas sûr que ce soit la même chose que pour celui qui fasse des biscuits ou celui qui fait du sol, c'est quoi. Donc ça dépend vraiment. Mais j'ai envie de dire, pour moi, il y a toujours sujets à regarder. Regardez ce qui se passe en amont et en aval de la chaîne de valeur, même si ce n'est pas vos sujets, parce que c'est souvent un défaut, je trouve, des industriels, c'est de regarder leurs 3 concurrents sur leurs produits cœur et pas de regarder ce qui se passe en amont et en aval, parce que là, il se passe des choses qui potentiellement ont un impact et qui pourraient receler des menaces ou des opportunités. Donc, c'est le sujet 1. Le sujet 2, c'est évidemment regarder les nouvelles marques, les nouveaux produits, donc les innovations CPG qui sont créées par des startups qui sont, je trouve, toujours extrêmement inspirantes et qui peuvent être soit des extensions de business, soit des moyens de capter les nouveaux canaux. Et puis enfin, regarder vraiment les menaces existentielles. Si on est industriel des protéines, on ne peut pas regarder les nouvelles technologies à court, moyen et long terme pour, même si on n'y croit pas, les considérer, s'intéresser à ce sujet au moins à titre d'assurance. Se dire, il vaut peut-être mieux, allez, on va dire, je pense qu'il n'y a que 5% de chances que ça marche, peut-être que, mais ces 5%, ça veut dire que si ça marche, mon business est détruit. Ça vaut peut-être le coup de mettre, entre guillemets, un petit ticket sur la table, ne serait-ce que pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et justement, peut-être un mot sur comment est-ce que nous, chez Digital Food Lab, on peut aider un industriel à comprendre et à saisir ces opportunités ou menaces. Justement, pour nous, le process, c'est vraiment de se dire, si je suis un industriel du café, par exemple, voilà, et je me dis, c'est quoi qu'est-ce que les startups, qu'est-ce que l'écosystème d'innovation fait dedans? Bon, il y a des startups qui font du café, mais il y en a aussi celles qui font des machines, il y a celles qui font des alternatives, il y a celles qui font de la blockchain, du stockage, etc., du financement de l'agriculteur. Et identifier quelles sont les plus pertinentes, sur lesquelles on peut bâtir un business case et des scénarios, et ensuite voir comment est-ce qu'on les adresse. Est-ce qu'il faut se contenter de regarder? Est-ce qu'il faut copier? Est-ce qu'il faut investir, racheter, stimuler via un incubateur? Et donc, partir de… Il y a un bloc qui est l'écosystème d'innovation autour de nous. On le comprend, on a partagé la connaissance en interne, on met en place une veille pour plus rien louper, et puis on a un plan stratégique un peu comme on en ferait un traditionnellement, mais là, un plan stratégique pour que justement, on n'ait plus à se poser ces questions de court terme dans quelques années. Et donc, qu'on ait des partenaires, des actions mises en place sur 3 à 5 ans. Tout à l'heure, tu as parlé des spin-offs qui apparaissent en Europe. On le voit notamment, on l'a vu en Finlande avec quelques entreprises, mais ce n'est pas forcément le cas en France. Il y a un petit déficit de
de startups issues de la recherche académique française. Alors, il va y en avoir certaines, mais voilà, on est un peu en retard. Est-ce que, selon toi, ce déficit elle peut être défavorable à l'écosystème sur le moyen long terme et nous empêcher en France d'avoir des projets très axés sur la R&D? Et peut-être notamment d'ailleurs sur le sujet des protéines alternatives. Bah, en fait, ce qui est intéressant, et ce qu'il faut se dire, c'est que dans beaucoup de cas, les protéines alternatives ne sont pas des sujets de recherche particulièrement favorisés. Donc, ce n'était pas très grave jusque-là. Là où ça peut poser problème, c'est quand on voit qu'un certain nombre de pays européens commencent à mettre de l'argent sur la table pour faire de la recherche institutionnelle sur les protéines alternatives. Et là, on a eu des investissements significatifs publics aux Pays-Bas, au Danemark, dans d'autres pays nordiques, en Espagne. Et en France, on est toujours un peu pauvre. Donc, et là, on peut se dire, oui, ça veut dire que dans quelques années, c'est bon, normalement, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver, mais ces projets de recherche, ces projets collaboratifs entre start-up et acteurs de la recherche publique pourraient déboucher sur quelque chose et donner lieu à des spin-offs. Donc là, il y a, à mon avis, un vrai sujet et qui est couplé avec la problématique réglementaire qui n'est quand même pas négligeable parce qu'au-delà du plant-based, à peu près tout le reste est a priori interdit en Europe. Donc, et il n'y a toujours pas de chemin réglementaire pour l'autorisation. Donc, de toute façon, on a un problème, sachant que c'est un problème et européen et national, parce qu'on peut être plus allant que l'Europe, comme les Pays-Bas, qui autorisent les tests d'agriculture cellulaire. Est-ce que tu peux préciser justement les limites de la réglementation? Enfin, pourquoi est-ce qu'on… Parce qu'en Europe, tout ce qui n'était pas présent communément dans votre assiette en 96 est de facto interdit. Et du coup, si vous voulez que ce soit autorisé, il faut demander une autorisation à l'autorité européenne alimentaire, l'EFSA, qui s'appelle l'autorisation Novel Food. Et quand on a vu le chemin pour que 3 pauvres insectes soient autorisés, dans des cas assez restrictifs, on n'est pas très confiant pour que demain, les produits issus de la fermentation de précision et encore moins l'agriculture cellulaire soient autorisés de façon compétitive, c'est-à-dire assez vite, parce qu'il y a une forme de, en effet, compétition pour savoir qui sera le continent ou les continents et les pays qui hébergeront les premières usines qui verront un certain nombre à la fois d'emplois, mais ça c'est peut-être moins le sujet, mais surtout maîtriseront une partie importante peut-être de l'alimentation mondiale de demain. Peut-être un dernier point pour conclure. Aujourd'hui, si je suis un entrepreneur, qu'est-ce que tu me conseillerais comme sujet à explorer et également, si je suis un investisseur, qu'est-ce que je devrais regarder? Ça, c'est l'investisseur, c'est son métier. Voilà. Donc, si l'investisseur qui n'a pas d'idée, moi, ça m'inquiète toujours quand même. Mais, peut-être tu peux répondre, savoir ce que voilà. nous, on aime bien regarder aussi chez Digital C'est ça. Club. On peut le faire comme ça. Oui, le problème, c'est qu'il existe un investisseur sans idée. Ça, par contre, c'est plus inquiétant. Pour l'entrepreneur, à mon avis, pour un primo-entrepreneur en Europe et en France en particulier, il y a énormément d'opportunités sur des marques. C'est-à-dire que c'est un sujet… Alors, on sait mal le financer, donc ça répond aussi à la question de l'investisseur qui n'aime pas trop les marques. On ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est peut-être moins sexy, parce qu'il y a toujours la peur du retail, etc. Mais lancer une marque CPG Retail First aujourd'hui, par exemple, prenez des cas sur les compléments alimentaires, c'est extrêmement facile, tout est bordé. Tous les co-packers sont prêts à vous recevoir. Vous pouvez avoir des discussions avec l'ANIA qui veut vous aider, vous fournir de la donnée, etc. Enfin, il y a un chemin et des potentiels sur des sujets, par exemple, lancer des céréales saines un peu protéinées, lancer des compléments alimentaires pour animaux, lancer du pet food un peu sympa et bien packagé. Le nombre d'idées de marques CPG potentielles en France est juste incroyable et à mon avis, ça reste un des sujets les plus intéressants. Ensuite, pour des entrepreneurs
peut-être qui ont déjà une expérience ou qui veulent se lancer sur des sujets plus complexes, moi, je repartirais des protéines probablement. Écoute, merci. Je pense que ça va conclure notre matinée. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à Lania d'avoir fait un partenariat avec nous. Merci Françoise d'être présente ce matin. Merci à vous deux. Merci Mathieu et merci Jérémy pour l'animation. Et un dernier merci donc à nos 2 sponsors pour le rapport, donc Nestlé et Pinduoduo. Je conclus en vous encourageant à vous abonner à la newsletter de Digital Food Lab et à télécharger nos rapports, notamment celui sur l'Europe, si vous ne l'avez pas déjà fait, et à partager tout ce contenu autour de vous. Merci. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.